Regardez L24 News, il est 19 h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, nouvelle journée sanglante à Gaza. Près de 100 Palestiniens, dont des enfants, sont tombés en martyrs dans des bombardements sionistes ayant ciblé plusieurs régions de l'enclave les dernières 24 heures. 44 martyrs depuis l'aube. Assassinat de 15 travailleurs humanitaires à Gaza. Le Croissant Rouge palestinien exige une enquête indépendante afin que justice soit faite pour les victimes. Réchauffement des relations entre Alger et Paris. Le président algérien Abdelmajid Tebboune et le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf reçoivent ce dimanche le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot en visite officielle à Alger. Le président sahraoui Brahim Ghali réaffirme l'engagement indéfectible du Front Polisario concernant la défense des droits légitimes du peuple sahraoui et la poursuite de sa lutte vers l'indépendance lors d'une rencontre avec l'émissaire onusien pour les territoires occupés, Staffan de Mistura. Et enfin, un drame en République démocratique du Congo. Une trentaine de personnes sont mortes et d'importants dégâts ont été enregistrés samedi suite à des pluies diluviennes ayant affecté la capitale Kinshasa. Bonsoir à toutes et à tous. La journée de ce dimanche a été apocalyptique pour les milliers de Palestiniens dans la bande de Gaza. Près d'une centaine de civils, dont une grande partie étaient des enfants, sont tombés en martyrs entre samedi soir et dimanche dans des bombardements sionistes en cours sur diverses zones de la bande. 44 martyrs, rien que pour la journée de dimanche. Depuis 23 heures, les bombardements ont commencé. Ils ont commencé à nous bombarder. Tous ces gens sont tombés en martyrs et nous avons échappé de justesse à la mort. Que veulent-ils de plus? Que Dieu ne leur pardonne jamais à ceux qui sont derrière tout ça. Qu'ils meurent comme ils ont fait mourir ces gens-là. Quelle était leur faute? Qu'ont-ils fait pour mériter cela? Pourquoi ne craignent-ils pas Dieu? Nous en avons assez. Par Dieu, assez. Nos enfants sont tombés en martyrs et nous avons perdu nos maisons. Nous voulons juste dormir comme tout être humain normal. Je me suis réveillée avec ça. La maison de mon voisin s'est effondrée sur la mienne. Nous n'avons pas entendu le bruit d'une roquette. Nous avons seulement vu de la fumée et une énorme explosion qui a secoué tout le quartier. Mes voisins ont été emmenés chez moi, déchiquetés. D'autres gisent derrière la maison. Certains sont encore là, à l'intérieur. Il y a un garçon et une fille qui sont toujours portés disparus à ce jour. 5 autres Palestiniens, dont une femme et 2 enfants, sont tombés en martyrs lors d'une frappe aérienne sioniste sur des quartiers du gouvernorat de Gaza, au nord de la bande. La défense civile palestinienne de l'enclave a rapporté que ses équipes ont pu récupérer les corps des victimes dans les décombres d'une maison détruite dans le quartier assiégé de Choujaïa, tandis que le bombardement d'une autre maison dans le quartier de Zaytoun a également fait au moins 2 morts. Et la mort frappe partout dans l'enclave palestinienne. Au moins 6 autres martyrs et une dizaine de blessés sont à déplorer dans un bombardement à l'artillerie lourde à l'est de Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Le centre d'information palestinien a rapporté que les corps d'au moins 4 martyrs sont arrivés à l'hôpital El Ma'madani dans le nord de l'enclave. 2 autres personnes ont été tuées lors de bombardements sur le domaine de Abd Rabbou, à l'est de la zone. Et le triste bilan des martyrs de Gaza continue de s'élever jour après jour. Il s'est alourdi ce dimanche à 50 695 martyrs et 115 338 blessés depuis le 7 octobre 2023.
Selon les autorités palestiniennes de la santé, plus de 1335 Palestiniens sont tombés en martyrs et 3297 ont été blessés depuis le 18 mars, date de la reprise de l'agression sioniste, notant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Et les enterrements sont devenus le lot quotidien des Palestiniens de Raza. Rien que ce dimanche, des familles se sont rassemblées pour faire leurs adieux à 15 de leurs proches, partis trop tôt, lâchement assassinés dans des bombardements à Khan Younes. Leur tristesse et leur désarroi en devient incommensurable. Madame Zenzitouni. C'est un autre drame que vivent les Palestiniens de Khan Younes aujourd'hui. Au moins 15 personnes tuées, dont 5 femmes et 5 enfants, après les dernières frappes sionistes qui ont touché une tente et une maison dans cette région du sud de Raza. Le bombardement s'est produit vers 23h ou 23h30 sans avertissement préalable. Des missiles et des tonnes d'explosifs se sont abattus sur une famille composée uniquement d'enfants et de femmes. La maison de 4 étages a été détruite sur la tête de ses habitants. Pleurant et se réconfortant mutuellement, les proches des victimes sont abasourdis. Ils font leur deuil au moment où un groupe récitait des prières funéraires pour les morts. Ma fille est innocente, elle n'était pas impliquée. Elle aimait le journalisme, elle adorait. Elle aimait le bien aux autres, elle aimait tous ses collègues. Elle recherchait toujours le bien et travaillait avec les institutions d'ici. Elle était pacifique, elle ne se mêlait de rien. L'entité sioniste a mis fin au cessez-le-feu avec le Hamas et a repris sa guerre aérienne et terrestre le mois dernier. Elle a mené des vagues de frappes et saisi des territoires. Elle a également bloqué l'entrée de nourriture, de carburant et d'aide humanitaire. Trump a donné à Netanyahou un feu vert supplémentaire en plus du précédent. Il est pressé de poursuivre les bombardements. Il y a des choses plus importantes que tuer, plus importantes que détruire Gaza. Il y a des enjeux économiques et politiques sur la scène internationale. Trump veut mettre fin à la question de Gaza. Il est pressé et cela se voit ce matin. Les Juifs israéliens n'ont pas arrêté de bombarder et de détruire depuis ce matin. Il y a des martyrs partout et la destruction est partout. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les bombardements aériens de l'entité sioniste ont fait 1335 martyrs et 3297 blessés depuis le 18 mars, tandis que le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre l'enclave palestinienne dépasse les 50 000 martyrs depuis le 7 octobre 2023, alors que le nombre de blessés frôle les 115 000. Le Croissant Rouge palestinien a exigé ce dimanche une enquête indépendante sur le meurtre de 15 secouristes près de la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, le mois dernier, et ce après la diffusion de preuves vidéo enregistrées par l'une des victimes, incriminant directement l'entité sioniste. La porte-parole du CRP réclame que justice soit faite pour les victimes. La responsabilité ne devrait jamais nécessiter de preuves vidéo. L'indignation mondiale ne devrait pas être nécessaire pour que la vérité soit reconnue. La vérité a toujours existé. Les médecins du Croissant Rouge palestinien portaient l'emblème du Croissant Rouge, portaient leur uniforme et conduisaient des ambulances clairement identifiées. Tous les gyrophares allumés. Aujourd'hui, le Croissant Rouge palestinien réclame une enquête internationale indépendante. Nous avons besoin de justice pour les victimes et nous devons veiller à ce que tous les responsables répondent de leurs actes. Sans cela, les crimes continueront d'être commis. Sans cela, les humanitaires, les travailleurs humanitaires et le personnel médical continueront d'être systématiquement pris pour cible. Plus d'1 million d'enfants ont été privés d'aide vitale dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a déploré samedi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, soulignant que le blocage continu par l'entité sioniste de l'aide à l'enclave palestinienne constitue une violation du droit international humanitaire et a des conséquences désastreuses pour les enfants. L'UNICEF ajoutera que des milliers de colis d'aide restent en attente d'entrer dans la bande de Gaza depuis l'imposition, il y a plus d'un mois, d'un blocus total par les forces d'occupation sionistes.
Les enfants de plus en plus affectés par ce génocide, le ministère palestinien de la Santé dans la bande de Gaza a révélé que 602 000 enfants risquaient une paralysie permanente et des handicaps chroniques. Le ministère a expliqué dans un communiqué publié ce dimanche que l'interdiction imposée par l'occupation sioniste à l'entrée des vaccins contre la polio dans la bande constitue une bombe à retardement qui menace de propager l'épidémie. Cela signifie que des répercussions graves et catastrophiques s'ajouteront au système de santé ciblé et épuisé, en plus de multiplier les répercussions sociales et économiques. La résistance palestinienne a annoncé ce dimanche la destruction d'un véhicule blindé militaire sioniste à l'est de Gaza. Les brigades Al-Quds, l'aile militaire du mouvement djihad islamique palestinien, ont confirmé dans un communiqué via Telegram avoir détruit un véhicule militaire en faisant exploser Taqib, un engin hautement explosif actionné à distance et placé au bout de la rue de la mosquée Tariq Ben Ziyad dans le quartier de Choujaï. Et toujours dans le même dossier, l'Organisation de la coopération islamique a condamné dans les termes les plus forts les crimes commis par les forces d'occupation sionistes contre les travailleurs humanitaires et le personnel médical dans la bande de Gaza, y voyant une violation flagrante du droit international humanitaire et des conventions de Genève. Dans un communiqué, l'OCI a appelé à la formation d'une commission d'enquête internationale indépendante sous la supervision du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'enquêter sur ce crime et sur tous les crimes commis par l'occupation contre le peuple palestinien. Et le mouvement de solidarité à travers le monde avec le peuple palestinien s'intensifie. Des milliers de Tunisiens sont descendus dans les rues de plusieurs villes samedi soir, exigeant la fin du génocide sioniste en cours à Gaza. Ils étaient des centaines à se rassembler devant l'ambassade américaine à Tunis, dénonçant le soutien de Washington à l'entité sioniste, scandant des slogans appelant à l'expulsion de l'ambassadeur américain, à la fin de l'agression et à la levée du siège sur Gaza, ainsi qu'à la fin des attaques contre les peuples libanais et yéménites. Ils ont également dénoncé la normalisation des relations entre certains régimes régionaux et l'entité sioniste. Et des dizaines de milliers de personnes ont également manifesté ce dimanche à Rabat, capitale du Maroc, pour dénoncer le massacre et le déplacement des Palestiniens dans la bande de Gaza, ainsi que la normalisation entre le régime du Merzen et l'entité sioniste, une normalisation qui ne reflète pas la volonté du peuple marocain. Le peuple marocain, avec sa millionième marche, poursuit sa marche ininterrompue, une marche après l'autre jusqu'à ce que la Palestine soit libérée. Aujourd'hui, le 6 avril et après le 13 avril, nos marches continueront dans le but de libérer la Palestine, unissant les Marocains autour du slogan « La Palestine, une question nationale », un héritage de nos ancêtres qui ont libéré le Maroc du colonialisme. Nous ne laisserons pas tomber la Palestine. La position officielle mise sur l'entité sioniste, car elle croit qu'elle la soutiendra dans la question du Sahara occidental. Mais en réalité, cela nuit et affaiblit l'État et met en danger le futur du Maroc. Cela transformerait le Maroc en un simple instrument entre les mains de l'Amérique et d'Israël, ce qui entre en contradiction profonde avec notre doctrine, notre histoire, notre destin et la position populaire. Ainsi, la position du peuple est claire, un peuple qui a déjà pris part aux marches précédentes et qui continuera de marcher jusqu'à ce que la Palestine soit enfin indépendante.
On en parlait tout à l'heure en titre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce dimanche à Alger le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Noël Barrot, et la délégation qui l'accompagne. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magramen. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a plus tôt dans la journée été reçu par le ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, avec lequel il a eu des entretiens bilatéraux. Une visite qui vient acter la reprise du dialogue entre Alger et Paris après plusieurs mois de contentieux. En visite dans les camps de réfugiés sahraouis depuis vendredi, dans une tentative visant à relancer le processus de règlement politique de la question du Sahara occidental, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, a été reçu en fin d'après-midi par le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, au siège du ministère. La visite de Staffan de Mistura s'inscrit dans le cadre de la préparation de son briefing qu'il tiendra devant le Conseil de sécurité de l'ONU à la mi-avril courant. Et le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a reçu samedi l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, qui poursuivait donc sa visite dans les territoires occupés. À cette occasion, le président Brahim Ghali a réaffirmé l'engagement indéfectible du Front Polisario à ses positions de principe pour la défense des droits légitimes du peuple sahraoui et la poursuite de la lutte jusqu'à l'indépendance. Et en parallèle, le représentant du Front Polisario aux Nations Unies et coordonnateur de la MINURSO, Mohamed Sidi Omar, a réaffirmé l'attachement du peuple sahraoui à son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. On l'écoute. Les entretiens lors de cette rencontre ont porté sur l'état et les perspectives du processus de paix parrainé par les Nations Unies au Sahara occidental. Le président Ghali a exprimé lors de cette rencontre l'attachement du peuple sahraoui à son droit inaliénable et non négociable à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que son engagement à œuvrer en collaboration avec les Nations Unies et l'Union africaine en vue d'aboutir à une solution juste et durable à la question du Sahara occidental, inscrite à l'ONU comme question de décolonisation. Dernier développement sur le terrain dans le conflit au Soudan. L'armée soudanaise a annoncé avoir bombardé des positions des forces de soutien rapide à Al-Ubaid, la capitale de l'État du Kordofan du Nord, et la poursuite de leurs opérations à l'ouest d'Omdurman. Selon l'agence Reuters, citant des sources militaires soudanaises, les forces armées ont détruit un dépôt de munitions et des véhicules de combat au sud-ouest d'Omdurman et ont également poursuivi des dizaines de membres des forces de soutien rapide. Environ 200 personnes ont été tuées au Burkina Faso lors d'attaques menées par des hommes armés sur 3 des villages de la région de Soro, à l'ouest du pays, selon des sources sécuritaires burkinabées. Les attaques ont été menées par des hommes armés contre des habitants de la région quelques jours seulement après le retrait des forces de l'armée régulière qui poursuivaient les groupes armés et les repoussaient jusqu'à la frontière avec le Mali. Selon des sources sur le terrain rapportées par l'agence de presse algérienne, la plupart des personnes tuées étaient des jeunes hommes qui avaient récemment rejoint des groupes d'autodéfense combattant aux côtés des forces gouvernementales. Les autorités somaliennes ont annoncé l'élimination de plus de 80 membres du groupe terroriste Shebab, dont des dirigeants éminents, lors de la mise en œuvre de 6 opérations sécuritaires et militaires la semaine dernière dans le sud-est du pays. L'agence de presse somalienne a rapporté samedi soir que les opérations ont été menées en coordination entre les forces du service de renseignement et de sécurité et l'armée.
Présidentielle en République démocratique du Congo, la commission électorale congolaise indépendante a publié sa feuille de route pour le cycle électoral 2025-2029, fixant ainsi la prochaine élection au 16 décembre 2028. Cette feuille de route établit les étapes préparatoires et les principales échéances en vue des prochains scrutins. Parmi les premières séquences, la CENI prévoit dès avril 2025 l'inventaire des matériels et la mise à jour de la cartographie électorale. On parlait en titre de ce drame. Une trentaine de personnes sont mortes et d'importants dégâts ont été enregistrés samedi suite à des pluies diluviennes ayant affecté Kinshasa, la capitale de la RDC. Après les pluies, les eaux ont progressivement monté, dévastant plusieurs quartiers périphériques et défavorisés de la mégapole de 17 millions d'habitants. On ne sait pas faire le bilan exact maintenant parce que vous voyez, regardez le niveau de l'eau. Il est probable que quand les eaux vont baisser, qu'on trouve aussi des cadavres à l'intérieur. Mais nous sommes déjà dans les trentaines de cas de décès. Et puis il y a plusieurs blessés, mais tous ces blessés qui ont eu la chance de ne pas mourir sont bien pris en charge pour que nous ne puissions plus augmenter le nombre de décès. Dans le reste de l'actualité, nouvelles avancées des troupes russes en Ukraine. Le ministère ukrainien de la Défense a annoncé ce dimanche dans un communiqué que ses forces avaient pris le contrôle de la ville de Bazovka dans la région de Soumy, dans le nord-est du pays. Moscou qui a d'ailleurs riposté aux attaques ukrainiennes en lançant des missiles et des drones dans plusieurs régions du pays dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins un mort dans la capitale Kiev. Par ailleurs, 4 personnes ont été blessées et plusieurs incendies se sont déclarés lors d'une attaque de drones russes sur la région de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine samedi soir. Ce matin, des résidents ont été vus en train de barricader les fenêtres et de nettoyer les débris. En France, en amont d'un rassemblement des partis de gauche place de la République à Paris, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, estime que le Rassemblement national montre son vrai visage, celui, je cite, d'un parti dangereux pour la démocratie. Des propos qui font suite à la condamnation de la chef de file du RN, Marine Le Pen. On écoute. Dans ces circonstances, l'extrême droite, pour ceux qui ont douté, montre son vrai visage. Il ne suffit pas de porter des cravates à l'Assemblée nationale. L'extrême droite est un parti dangereux pour la démocratie, dangereux pour l'état de droit. C'est un parti violent qui menace, y compris les juges, quand les décisions prises par la justice ne leur conviennent pas. Je voudrais redire notre soutien à la magistrate, mais aux magistrats d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas la seule qui sont aujourd'hui menacés par l'extrême droite, et dont on voit par exemple le responsable du RN en Nouvelle-Calédonie, qui explique juste qu'il est sain d'avoir une magistrate aujourd'hui menacée de mort par l'extrême droite, ce qui prouve bien que l'extrême droite est toujours dangereuse et violente. Aux États-Unis, au moins 17 personnes ont péri lors de violentes tempêtes et tornades qui balaient le centre et le sud du pays depuis mercredi, selon les bilans cumulés des autorités locales ce dimanche. Des alertes aux inondations restent en vigueur, notamment dans le Kentucky, dans le centre-est, le Tennessee et l'Alabama dans le sud. Le Tennessee a été le plus durement touché avec 10 morts enregistrés dans l'ouest de l'État. Le Kentucky et le Missouri déplorent 2 décès chacun, tandis que l'Arkansas, l'Indiana et le Mississippi en comptent un chacun. Des bilans qui pourraient encore s'alourdir dans les heures à venir. Le président du Parlement sud-coréen a proposé ce dimanche de réviser la Constitution pour limiter les pouvoirs présidentiels, citant le soutien du public à une telle mesure après que le président Yoon Suk-yeol a été évincé cette semaine pour avoir déclaré la loi martiale en décembre dernier.
Je voudrais proposer au peuple de procéder rapidement à une révision constitutionnelle après la loi martiale inconstitutionnelle et illégale et la destitution du président Yoon. Le consensus public sur l'urgence d'une révision constitutionnelle est plus fort que jamais. La confusion nationale a pris fin avec la décision de la Cour constitutionnelle, mais le risque d'un conflit destructeur autour des pouvoirs présidentiels existe toujours. Le bilan du séisme au Myanmar, une nouvelle fois revu à la hausse. Il a atteint ce dimanche les 3564 morts selon l'équipe d'information du Conseil national d'administration du pays, citée par des médias locaux. La même source a ajouté que 5012 personnes ont été blessées et 210 sont toujours portées disparues à la suite du tremblement de terre le 28 mars dernier. Et voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al 24 News. À demain.